Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bonjour, Julie. Alors, sur le site Internet de la Société canadienne du cancer, on a publié une fiche d'information sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et s'adressant aux communautés LGBTQ, on peut lire à la toute fin: nous reconnaissons qu'il y a de nombreux hommes trans, des personnes non-binaires qui pourraient avoir le sentiment ambivalent à propos du terme tel que col de l'utérus, trouver que ça ne leur correspond pas vraiment. Alors, si vous préférez, on peut choisir d'autres thèmes, par exemple, trou avant. Bon, c'est une nouvelle qui t'a interpellée, Sophie. Je suis sans mots, Julie, parce que je pensais qu'à la Société canadienne du cancer, qui est quand même une société qui a un petit peu des prétentions scientifiques, puisque le cancer, c'est une maladie et qui veulent nous aider quand même à ne pas développer le cancer, je pensais qu'ils avaient peut-être pas coulé leur cours de biologie et d'anatomie. L'utérus n'est pas un trou en avant. À la rigueur, trou en avant, c'est peut-être le vagin, mais un utérus, c'est un utérus, et je trouve que c'est important quand on parle de biologie, quand on parle d'anatomie, quand on parle de maladie, de bien nommer les choses. Hein? On apprend ça aux enfants, on dit pas un oui-oui, on dit un pénis. Bien nommer les choses, c'est important. Alors qu'une société comme la Société canadienne du cancer fasse preuve de complaisance à l'égard de la communauté LGBTQ en leur disant peut-être que vous aimez pas le mot utérus, peut-être que vous aimeriez mieux qu'on dise trou avant. Je trouve ça assez étrange, d'autant plus qu'on contribue encore une fois à l'invisibilisation des femmes. Quand on utilise des mots comme personne avec un utérus au lieu de dire femme, quand on dit personne capable de grossesse, quand on dit personne enceinte au lieu de dire une femme, à chaque fois, on fait disparaître des attributs féminins. L'utérus, il n'y a que des femmes qui ont des utérus. Alors peut-être que c'est des femmes qui n'ont pas envie qu'on les appelle des femmes, peut-être c'est des femmes qui ont changé, qui ont transitionné, mais aux dernières nouvelles, quand on a un utérus, on est une femme. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont des utérus, il y en a qui ont subi des hystérectomies, il y a toutes sortes de raisons, mais n'utilisez sous aucun prétexte un terme aussi. Premièrement, c'est vulgaire de dire trou avant. Je m'excuse, je suis très surprise de voir ce vocabulaire-là utilisé par la Société canadienne du cancer. Et ça ne décrit pas la réalité biologique de la femme, qui est que nous possédons un utérus. Et j'aimerais qu'ils reconnaissent ce vocabulaire-là, qui est qui est pas du tout offensant pour qui que ce soit. Mais en fait, bon, je me fais l'avocat du diable, Sophie, parce que toi et moi, on n'est pas atteints de dysphorie de genre, OK? Alors, on est né fille et nous sommes aujourd'hui une femme. Par contre, un homme trans ou quelqu'un qui se dit non-binaire, peut y avoir une détresse importante lorsqu'on parle de son utérus. Ça peut devenir anxiogène. Et nous, on travaille avec un homme trans ici à TVA. Je lui ai posé la question. Parce qu'il a toujours son utérus. Alors, je lui dis, est-ce que toi, ça t'agresse ou ça t'interpelle de voir ça, col de l'utérus? Il me dit, non, moi, ça ne me dérange pas. Je suis née comme ça. Mais il dit, je ne peux pas parler pour tous les hommes trans ou non-binaires parce que je sais que ça peut provoquer une détresse importante pour quelqu'un qui ne s'identifie ni homme ni femme ou homme trans et il va appeler ça peut-être un autre nom. Bon, il disait trou avant, ça peut porter à confusion. Il me disait, ça peut être ma narine, ma bouche. Alors, il trouvait le moyen d'en rire, mais moi, ce que je retiens, c'est il disait, plus on en parle, mieux c'est. Parce que ça vient sensibiliser les gens que toi et moi, on ne peut pas nécessairement comprendre ce qu'eux ressentent finalement. Es-tu d'accord avec ça? Mais écoute, moi, je peux te donner l'exemple aussi. Ma nièce est devenue mon neveu, donc j'ai un neveu trans. Je l'ai pas appelé pour lui demander cette fois-ci son opinion, parce que par contre, je le fais régulièrement sur ces questions-là. Mais il n'en reste pas moins qu'un utérus, c'est un utérus. Même si il y a des gens
que ça offense. Peut-être que des gens, ça les offense. Tu sais, quelqu'un qui a eu un accident, mettons, et qui a plus de nez, ben, je vais pas arrêter, moi, de dire que j'ai un nez en plein milieu du visage. Quelqu'un qui a perdu l'ouïe, je ne vais pas arrêter de dire que c'est grâce à l'ouïe que j'arrive à t'entendre aujourd'hui. Je pense pas que quelqu'un qui a perdu l'ouïe va être offensé qu'on dise que c'est grâce à notre appareil auditif qu'on arrive à s'entendre. À un moment donné, il y a une question de sensibilité. Je la comprends, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle de l'hypersensibilité. Et là, je pense que avec la Société canadienne du cancer, on a traversé une certaine limite. Et c'est moi, je trouve ça, premièrement, vulgaire comme expression. Et il y a un mot pour dire ces choses-là. Je veux dire, c'est « j'ai un utérus ». Je vais pas m'excuser d'avoir un utérus parce que certaines personnes n'en ont plus, parce que certaines personnes n'en ont pas, parce que certaines personnes en ont, mais ne s'appellent plus des femmes, certaines personnes en ont, mais ne veulent pas qu'on les appelle des femmes. À un moment donné, il y a la majorité et il y a la marginalité, et la majorité souhaite encore qu'on appelle un utérus un utérus. Sophie, le monde commémore aujourd'hui les 80 ans du débarquement de Normandie, et tu t'as posé une excellente question à notre équipe. Qu'est-ce que les jeunes savent vraiment de la Deuxième Guerre mondiale, de notre histoire? Absolument, parce que je regardais des images de ces tout jeunes alliés, membres des forces alliées, des Canadiens, des Américains, des Britanniques, qui ont fait le débarquement le 6 juin. Et je me disais, ben, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, quelqu'un qui a le même âge que ces jeunes soldats, il y a 80 ans de ça, qu'est-ce qu'ils savent réellement de la réalité? Tu sais, hier, on se parlait de cette génération hyper fragile de petits lapins là, à qui il faut donner des traumavertissements avant de leur parler de sujets délicats. Ben, penses-tu, toi, que le 6 juin, les jeunes soldats qui s'apprêtaient, la peur au ventre, à débarquer sur une plage de Normandie, penses-tu qu'il y a un colonel de l'armée, penses-tu qu'il y a quelqu'un qui leur a dit « Ah, traumavertissement, vous allez vivre des choses très difficiles, les petits amis. » Hein, je pense qu'on leur a pas parlé comme des enfants qui regardent passe-partout. La réalité est difficile, la réalité est dure, la réalité de la guerre est absolument atroce. Et je pense que dans nos écoles, malheureusement, même au secondaire, on forme des générations de jeunes qui ne connaissent pas le sens des mots, qui ne connaissent pas le sens du mot génocide, qui ne connaissent pas le sens du mot guerre, qui ne connaissent pas surtout le sens d'un mot qui est peut-être désuet. Sacrifice, Julie. Le sens du sacrifice, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui en sont conscients aujourd'hui. Et de façon factuelle même, qu'est-ce que les jeunes qui sortent d'une école ou d'un cégep aujourd'hui, ou même d'une université au Québec, est-ce qu'ils connaissent vraiment la réalité de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tenants, les aboutissants, pourquoi on en est arrivé là? Parce que parfois, j'entends ou je lis, je vois certains commentaires de jeunes qui utilisent des vocabulaires reliés à la Deuxième Guerre mondiale, et je me dis, boy, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Ils se mélangent dans les termes, ils se mélangent dans les concepts. Donc, sais-tu quoi? J'ai très hâte. En 2025, fin 2025, ça va être la réouverture du musée de l'Holocauste qui va ouvrir boulevard Saint-Laurent. Il va y avoir des hologrammes. Il va y avoir beaucoup de nouvelles technologies pour parler aux jeunes, pour pouvoir les conscientiser à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. On va pouvoir aller les chercher avec des choses qui peuvent comprendre, parce que c'est une réalité qui a eu lieu il y a 80 ans, mais il faut leur parler avec des mots d'aujourd'hui pour qu'ils comprennent. Et d'autant plus pertinent, Sophie, que dans le contexte actuel, avec l'invasion de la Russie en Ukraine depuis février 2022, le rôle des pays, des alliés, en fait, on l'a vu au débarquement de Normandie, alors que les nazis occupaient à peu près nord-ouest de toute l'Europe. Il y a eu cette victoire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quelques mois après, je pense que c'était début septembre 1945, après ce débarquement historique. Un dossier maintenant de notre collègue Daphné Dionvien du journal à la TÉLUQ. Donc, c'est la seule université québécoise où toutes les évaluations se déroulent en ligne, Sophie. C'est pas étonnant de savoir que c'est très, très facile de tricher dans certains cours en utilisant ChatGPT lors des examens virtuels. Ça risque vraiment d'entacher la crédibilité du diplôme de la TÉLUQ, non?
Ben absolument. Et mon collègue André-Sylvain Latour a sorti une blague que je trouve très drôle. Il disait, au lieu que ça s'appelle ChatGPT, ça va s'appeler Chat J'ai triché. Alors, je lui rends hommage. C'est vraiment une très, très bonne formule. J'aurais aimé ça y penser. Écoute, c'est quand même assez étrange que, alors qu'on est tous conscientisés à l'importance, justement, de ne pas se fier parce que ChatGPT permet quand même de faire toutes sortes de choses à notre place, qu'une université qui se spécialise justement dans l'enseignement à distance n'est pas prévue qu'au moment des examens, on ait une forme de contrôle où à ce moment-là, ben, vous faites toute votre scolarité en ligne, mais au moment des examens, il faut que vous vous présentiez en chair et en os pour qu'on puisse contrôler. Un élément aussi auquel j'ai pensé quand je lisais le dossier de Daphné, c'est que récemment, on a vu que, bon, évidemment, il y a certains endroits, institutions d'enseignement où on dit, ben là, on va exiger que les élèves rendent une copie écrite à la main. Comme ça, ils pourront pas tricher, ils pourront pas écrire à leur ordinateur. ChatGPT a déjà prévu le coup parce qu'on peut imprimer. Moi, je pourrais écrire un texte sur mon ordinateur et l'imprimer avec une imprimante de ChatGPT, d'intelligence artificielle, qui imiterait mon écriture. Fait que je pourrais... Il y a toujours une façon de tricher. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis on l'a vu dans le dossier de TELUC. D'ailleurs, à TELUC, il y a un des programmes, c'est Gestion des nouvelles technologies. Donc, on pourrait tricher avec ChatGPT dans un cours où on apprend les mérites de la nouvelle technologie. Tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Absolument. Sophie, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.